Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec l'outillage Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et à la co-animation, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Hey, salut Mario, ça va bien? Oui, très très bien. Écoute, le printemps est à nos portes. Je suis fidèle à moi-même, là, ça fait 18 ans qu'on fait le podcast, je trouve toujours moyen de parler de la température. Même si à toutes les fois, Guy, tu me dis, Mario, on peut parler d'autre chose que de la température, mais c'est comme un sujet universel. On en sortira Absolument. pas. Mais, en tout cas, le printemps est à nos portes et c'est le printemps, ça veut aussi dire la chaleur, le bonheur, la joie et tout. Donc, faut Le pas retour à la vie. faut pas bouder notre plaisir, comme on dit. Ouais. Aujourd'hui, on a comme invité Louis Turmel. Bonjour Louis. Bonjour Mario, bonjour Guy. Hey, salut, ça va bien? Très bien, vous? Oui. Oui. Louis, avec qui j'ai déjà travaillé dans un des mandats que je faisais il y a plusieurs années de cela. Maintenant, on s'est retrouvés à travailler ensemble. Donc, pour nous, c'est pas... on se connaît un peu. Pas au point où est-ce qu'on se visite à toutes les semaines, mais... on a eu la chance de travailler ensemble. Ouais, si on visitait tous nos ex-collègues, là... Il faudrait commencer le 1er janvier, puis à la fin de l'année, on aurait presque fini, ouais. Ouais, tout à fait. Puis en plus, plus les années passent, plus on perd de vue, hein, parce que surtout si à un moment donné, en plus, avec la retraite et tout, ça veut dire que tu perds de vue tous les gens qui sont dans ton réseau, qui sont pas dans ton réseau familial, plus au niveau de la famille que les contacts perdurent dans le temps. Louis, on veut discuter avec toi d'un sujet qui, toi, te passionne, mais qui est difficile à nommer. Puis, juste avant de commencer l'entrevue, je revisitais avec toi, dis bon, dans ton cheminement, est-ce que c'est encore le mot opérationnalisation que tu utilises pour nommer... c'est un sujet qui est en lien très étroit avec DevOps, mais c'est pas du DevOps, c'est comme la couche par-dessus le DevOps que toi t'appelles opérationnalisation, puis non, je vais te laisser faire plus une présentation un peu plus formelle ou un peu plus... mais est-ce que c'est une bonne façon de dire ça, que c'est une couche par-dessus du DevOps? Ben en fait, Mario, moi je te dirais plutôt c'est plus une couche en dessous du principe DevOps, lequel qui a été défini par Donovan Brown, une des meilleures citations qu'on a concernant le DevOps, qui est DevOps is the union of people, process and products to enable continuous delivery of value to our end users. Mm-hmm. En fait, l'opérationnalisation va nous permettre de justement enabler cet élément-là de continuous delivery pour augmenter la rapidité de livraison des valeurs à nos end users. Donc, ce que tu veux dire, c'est que le besoin qu'on a de pouvoir faire des livraisons continuelles, je fais une traduction littérale de continuous delivery, ou en tout cas, ce besoin-là, il est pas si simple que ça à mettre en pratique. Plus facile à le dire, mais c'est beaucoup plus difficile de mettre en pratique. On lit de façon continuelle, par petits incréments, toujours de la valeur à nos utilisateurs finaux. Donc, ce besoin-là, un des outils ou une des approches que toi tu préconises, c'est de opérationnaliser tout ce qui est autour de notre outillage DevOps pour qu'on soit capable vraiment de pouvoir faire de la livraison continuelle. Effectivement, mais je rajouterais au-delà de la livraison, c'est surtout l'aspect de problématiques, quand on a des problématiques en production qui peuvent arriver. Mm-hmm. Le gros problème ou le bas qui blesse, c'est que le côté Ops dans le DevOps est souvent même encore l'enfant pauvre parce qu'on se concentre beaucoup sur le côté Dev où est-ce qu'on va industrialiser, c'est-à-dire automatiser des builds, automatiser des releases avec des tests unitaires, des tests d'intégration, des tests end-to-end puis UI. Mais il y a toujours un aspect au niveau opération qui est encore très délaissé dans la culture DevOps.
Ce qui fait en sorte que quand on a des échoues en production, souvent, ça devient difficile à diagnostiquer. Puis c'est là que la méthodologie DevOps se veut être un facilitateur, c'est-à-dire d'augmenter la rapidité non seulement de la livraison, mais aussi de la résolution des problèmes en production. Donc, tu m'ouvres la porte en parlant du côté opération, qui est l'enfant pauvre, puis le fait que justement, souvent, on n'est pas en mesure de bien répondre aux incidents. Je vais prendre quelques minutes, je vais quand même faire un retour sur ton parcours, parce que nous on te connaît, mais nos auditeurs, pas forcément. Tu as déjà été un invité du podcast, on regardait ça, là, 2018-2019. À l'époque, on avait parlé de certification. Mais tu sais, ton parcours à toi, tu viens vraiment par la porte du développement. Donc, t'es pas un gars d'infrastructure à la base, t'es un gars qui a appris à faire de la programmation dans le merveilleux monde .NET. Peut-être même commencé avec Java, je pense, initialement. Hein? Est-ce que je me trompe? Mes études, j'étais surtout en Java, puis j'ai bifurqué sur .NET Beta 2 parce que j'avais assisté à une conférence, puis il y avait un gars de Californie qui m'avait dit « Kid, this is the future ». Fait que je l'ai écouté, puis je me suis focusé sur C# en 2002, 2001, 2002. Puis là, t'as fait du C# toutes les années, 2010, 2015... Moi, je me souviens, je t'ai rencontré justement dans ces années-là autour, t'as quoi, 2015, 2016? 2015-2016. Parce que là, tu commençais ton virage vers la partie plus DevOps. Ouais. C'est-à-dire que tu avais un intérêt pour faire du DevOps et tu cherchais finalement ton chemin. Puis là, à un moment donné, t'as eu la chance de rencontrer pas juste des personnes comme moi, mais entre autres Étienne Tremblay, pour pas le nommer, qui était au même endroit. Et on t'a servi un peu de mentor pour te dire, si ça t'intéresse le DevOps, là, prends ce chemin-là. Puis là, tu es devenu, avec les années, tu sais, t'avais plus besoin de nous à un moment donné. Tu volais de tes propres ailes. et je dirais que aujourd'hui, c'est principalement comme c'est le domaine qui te permet de gagner ta vie, c'est que tu fais du DevOps. Et toi, tu t'es même spécialisé dans un créneau assez intéressant du DevOps, puis que Guy connaît plutôt bien, celui de Kubernetes. Donc, grosso modo, toi, tu t'es préoccupé très, très rapidement, dit, si on veut faire du DevOps comme faut aller avec les containers et tout. Oui. Ça t'a amené vers le fameux volet opération. Veux pas. Oui. Et, tu sais, par le passé, dans mes anciennes expériences, j'ai fait de l'intégration ERP dans lequel j'étais confronté beaucoup à des clients au niveau d'intégration, c'est-à-dire toute la partie infrastructure. Fait que je suis venu coller les deux facettes de mon expérience de travail dans le service conseil en DevOps. C'est comme ça que j'en suis venu à justement faire ce que je fais. Le côté opération, par contre, j'ai vraiment développé chez un de mes anciens clients dans lequel un des CTO, là, en fait, le CTO de la place m'a pris un peu sous son aile aussi pour m'amener, me dire, Kid, je vais t'apprendre c'est quoi la vie. Mm-hmm. Je vais te l'apprendre c'est quoi l'opérationnalisation puis le côté ops, parce que le SRI, visiblement, c'était pas une facette que moi j'avais vraiment développée. Puis SRI, pour nos auditeurs qui sont un peu perdus, qu'est-ce que veut dire cet acronyme? Site Reliability Engineering. C'est des gens, des ingénieurs qui vont être surtout axés à faire le support des plateformes et des produits d'une entreprise. Fait qu'eux sont vraiment au bout de la ligne, sont au front, en fait. Quand vous livrez une application en production, c'est eux qui sont au front pour monitorer le problème, identifier le problème et régler le problème. Si on fait un petit peu récapitulatif dans notre merveilleux monde de l'informatique, il fut un temps, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, où les développeurs, c'était pas eux autres qui devaient maintenir les applications qui étaient mises en production. Il y avait vraiment un groupe des opérations qui, eux, avaient la job de s'assurer que on maintient les applications, on les déploie premièrement, on les maintient, puis surtout, on s'assure d'essayer de prévoir ou de prédire s'il y a quelque chose qui va aller mal avec justement des outils de monitoring ou de tout ce qui est l'instrumentation. Puis ce groupe-là d'opérations était très, très, très divisé du groupe des développements. Guy, on a connu ça, hein? C'est-à-dire que c'était même quasiment une certaine guerre, parce que les gens d'opération nous regardaient, nous, les développeurs, un peu de haut, en disant, vous autres, vous êtes ceux qui allez créer tous les problèmes sur la planète, parce qu'à toute fois qu'on met du logiciel en production, vos changements,
ça marche pas. pas. Puis les opérations, c'était ceux qui nous mettaient des bâtons dans les roues. Ben oui. Donc c'était, l'agilité est arrivée dans notre vie, début des années 2000, et surtout le DevOps à partir des années 2010, où est-ce que il y a une prise de conscience que ça servait à rien de chercher à chercher des coupables, c'est plutôt de travaillons ensemble. Et d'où pourquoi le mot Dev et Ops. Donc DevOps, c'était on unifie les deux équipes, et ça a changé aussi les pratiques parce que de plus en plus, malheureusement, ça existe encore à certains endroits, mais de plus en plus, ceux qui développent le logiciel sont aussi responsables de maintenir le logiciel en production, ce qui veut dire que tu l'apprends vite. Si tu fais quelque chose qui est pas correct, tu souffres rapidement et la fois suivante, tu dis OK, on va tester un peu mieux avant de mettre en production d'autres choses. Mais tout ça pour dire que les gens d'opération, leur rôle a changé avec les années. Eux autres aussi ils ont embrassé des pratiques que nous on faisait du côté développement logiciel, c'est-à-dire automatiser les déploiements. Donc ça se fait aussi du côté opération. Puis il existe un métier qu'on maîtrise très peu du côté développement, mais qui est réellement un domaine d'expertise non négligeable, ce qu'on appelle justement le Site Reliability Engineering. Donc, nos fameux experts opérations, qu'eux autres, leur job, c'est de s'assurer que notre système va répondre à n'importe quel type d'intempérie ou de... Puis il y a même toute une théorie où est-ce que qui est née, je pense, puis là je vais te laisser la parole, mais on sait la fameuse théorie de créer le chaos que les gens de Netflix ont mis en place, qui est essentiellement de dire regarde, si je débranche ce câble de réseau là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon système résiste encore ou il tombe sur ces deux genoux plutôt, si on n'en a pas quatre. Et donc ça l'a mis l'emphase sur ce type de métier-là. Et toi, dans les 2-3 dernières années, tu as vraiment travaillé étroitement avec ce type d'experts-là. Les 4 dernières années, là, oui. Mon rôle, c'était principalement d'être un enabler pour les équipes de dev à livrer leurs produits dans l'optique que les SRE puissent être complètement autonomes à résoudre des incidents en production. Mm-hmm. Donc, il faut, moi, comment dire, j'étais juste la colle entre les deux. Mm-hmm. Parce que les devs ont aucune idée de qu'est-ce que l'infrastructure, comment elle va être montée. Et les SRE, eux autres, ils n'ont aucune idée comment c'est codé, les applications. Donc, mon rôle, c'était de faire en sorte que les équipes de développement instrumentent leur logiciel, leurs produits. Quand on dit instrumenter, c'est ajouter des logs dans leur code pour les parties sensibles, émettre des métriques aux outils comme New Relic, App Insight, Datadog ou n'importe quel logiciel d'intégration de monitoring et de logging. Ensuite de ça, l'optique à travers l'instrumentation, c'est d'être capable de fournir du monitoring efficace aux équipes SRE, mais non seulement aux équipes SRE, mais aussi aux équipes de développement ou aux équipes plus produits, dans lesquelles sont capables après de suivre un peu l'état, la qualité de ce qu'ils ont livré. C'est-à-dire, tu as une nouvelle feature, si tu as une nouvelle feature que tu livres, tu veux savoir si elle est utilisée. Mm-hmm. Tu veux savoir si elle est désactivée ou pas, surtout dans l'optique qu'on utilise des feature flags quand on veut livrer de façon invisible. Fait que des erreurs, ça peut arriver. Donc, quand on instrumente, on est capable, quand on instrumente efficacement puis qu'on log efficacement, on est capable d'avoir de la mesure sur ces éléments-là. Une fois qu'on a de la mesure, on est capable d'établir des niveaux d'alertage qui vont nous permettre de faire quoi? D'être préemptif sur les problèmes. Parce que la finalité du DevOps, de la méthodologie DevOps, puis ici, je parle pas d'un rôle, là. DevOps, c'est pas un rôle. C'est une philosophie, c'est une méthodologie. La finalité, c'est de voir venir les problèmes. D'être réactif, puis d'être capable de quantifier efficacement qu'est-ce qui va arriver. Fait que ces éléments-là nous font en sorte qu'on est capable d'être plus efficace à travers les différentes équipes, c'est-à-dire les SRE et les devs, les opérations et les développements, maintenant, ils travaillent plus étroitement ensemble. Donc, est-ce que tu dirais que la clé pour la mise en place d'une opérationnalisation réussie,
c'est de mettre en place des outils de mesure à même notre code. Exactement. C'est Donc, exactement ça. Puis par outil de mesure, ça veut dire autant que possible, on utilise ce qui existe déjà dans les plateformes. On réinvente pas la roue. Mais un jour ou l'autre, veut pas, va falloir peut-être, il y a quelque part dans notre code, dire, ici, cette fonctionnalité-là, fais-moi une écriture pour prouver que l'utilisateur a vraiment utilisé la fonctionnalité parce que, justement, mes équipes de gestion de produits, eux, vont pouvoir avoir une visibilité sur, cette fonctionnalité-là a été utilisée. Exactement. Et si jamais, pour X raison, le logiciel se met à se comporter pas correctement, ben fais-moi des écritures, fais-moi de l'alertage pas pour mes équipes de produits dans ce cas-là, pour mes équipes d'opération qui, eux, vont être en mesure aussi de se connecter sur ce que je produis pour se faire alerter, pour dire, hey, ça va mal, là. Cette application-là, elle fait pas son comportement attendu. Donc, ce type de choses-là, c'est ça que, essentiellement, toi, t'as appris à enseigner autant aux équipes de développement qu'aux équipes d'opération, c'est-à-dire comment on inclut ça dans notre cycle DevOps pour d'ajouter ces mesures-là. Exactement. Moi, je vois un parallèle, ou en tout cas, pas un parallèle, je devrais prendre, je vois un lien très étroit avec un podcast qu'on a fait, Guy, il y a 4-5 mois avec Joël Quimper, où est-ce qu'il nous parlait, on discutait avec lui de tester en production. Et de la nécessité, entre autres, d'avoir justement pas juste des feature flags, mais d'avoir les fameux rings, où est-ce que tu commences par montrer ton logiciel juste à certains auditoires, pour après ça, avec le monitoring, voir est-ce que tout est stable. Puis la prémisse, c'était de se dire, j'y suis plus vraiment le loisir de faire des jeux de test tant que ça en amont, mais je vais tester live en production, mais avec juste des sous-ensembles de mes utilisateurs, pour ultimement, si tout est stable, ouvrir à plus en plus d'utilisateurs et à la fin ouvrir à tout le monde. Donc, cette philosophie-là qui disait, on devrait avoir des outils de monitoring, des outils ça vient se jumeler avec ce que toi tu parles, c'est-à-dire que c'est plus juste pour vérifier nos résultats de test, mais c'est pour tout mesurer. Donc, dans ton modèle à toi, c'est que tu veux tout mesurer. En fait, l'opérationnalisation, c'est pas juste de mesurer. C'est pas de mesurer juste les tests. Comme tu dis, c'est de tout mesurer. Mais ça va même au-delà de ça. Parce que quand on a un problème après ça en production, si on a un problème à 2 heures du matin en production, on veut pas non plus perdre du temps à chercher est où la doc? Qu'est-ce que je fais? Il est où le pipeline? Il est où le repo Git? C'est quoi les alertes qu'on fait en production? Qu'est-ce qu'on monitore en production? Fait que l'opérationnalisation dans son ensemble, nous, ce qu'on montre aux équipes ce qu'on dit aux équipes de développement, c'est que quand tu veux livrer en dehors de ton environnement de test, faut que tu ailles un plan de ton opérationnalisation de ton produit. Si c'est un logiciel, si c'est une plateforme, si tu vas amener ta plateforme en test, par exemple, je prends un exemple Kafka. Une infrastructure Kafka, si tu veux l'amener en test, les requis, c'est de monter un plan d'opérationnalisation qui couvre quoi? Qui couvre tout ce qu'on vient de parler. Pour nos auditeurs qui seraient peut-être pas familiers avec un produit comme Kafka, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ça, ce genre de plateforme-là? Tu m'as demandé 2 mots. Data streaming. En français, s'il vous plaît. Tu sais, tout le monde connaît un peu RabbitMQ, des systèmes de queuing. Kafka se veut un penchant un peu plus temps réel, si on veut, pour faire du data processing en temps réel. C'est-à-dire que Kafka va permettre de recevoir des millions d'événements à la minute, à la seconde. Puis non seulement il va les recevoir à la seconde, mais va être capable aussi de les traiter à la seconde, dépendamment de l'infrastructure. Dans ce cas-là, ce serait un déploiement d'une plateforme, que ce soit une plateforme ou que ce soit une application, on va dire finale, là, que les utilisateurs utilisent. Ouais. Dans tous les cas, toi, ce que tu dis, c'est vous devriez avoir un plan d'opérationnalisation. Puis qu'est-ce qu'on devrait retrouver comme grand sous-ensemble de ce plan-là? Tu vas me dire, il y a l'évidence, c'est-à-dire comment je déploie, notre fameux CI/CD qui devrait se retrouver là, mais... Ah, tout à fait. Mais, tu sais, les grandes lignes, là, faut être capable d'inclure tous les éléments qui sont mesurables. Donc, l'accès, qui a accès, quoi qui a accès, les applications.
Tu sais, c'est pas grand-chose, c'est peut-être juste une liste de les comptes de service, les utilisateurs qui ont accès, c'est quoi leur permission. Ça, déjà là, ça va nous permettre de savoir un peu dans la documentation d'opérationnalisation, de voir qui, quoi a accès. Après ça, un listing qu'est-ce qui construit l'industrialisation. C'est quoi les pipelines de CI/CD? Qu'est-ce que ça couvre avec des liens vers chacun des pipelines puis des repos. Après, il y a l'instrumentation. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans la documentation d'instrumentation? Ben, en fait, c'est tous les éléments qu'on va se retrouver à pousser des métriques dans notre plateforme de monitoring. Si mon application elle log à chaque fois qu'il y a un business event de type sauvegarde nouveau client, mais je veux le voir dans ma documentation pour être capable de donner une visibilité sur qu'est-ce que je m'attends à être instrumenté. Mm-hmm. Ce qui va nous permettre après ça d'établir un listing des différents dashboards pour le monitoring basé sur l'instrumentation. Parce que sans instrumentation, il n'y a pas de monitoring. Sans instrumentation, il n'y a pas d'alerting. Sans instrumentation, il n'y a pas de support. À part une personne qui reçoit un appel qui se fait dire « ça marche pas ouais. ». Mais qu'est-ce qui marche pas? Fait que la finalité, après ça, de l'opérationnalisation, on a les 5 thèmes mesurables pour lesquels on a des éléments mesurables. Les accès, l'industrialisation, l'instrumentation, le monitoring puis l'alerté. Mais ensuite de ça... Oui, ça, là, ces cinq items-là, qui sont un paquet de petits détails qu'on veut toujours mettre à jour. Ouais. Le défi, c'est de les mettre à jour. C'est-à-dire que quand je rajoute une nouvelle variable d'instrumentation, faut que je vienne l'écrire en tout cas, parce qu'à quelque part, il va falloir que j'ai une forme de documentation qui dit voici. Donc, ça va prendre quoi? Une documentation presque vivante, c'est-à-dire... Il faut que ça devienne... Je déteste le mot documentation, mais j'ai pas trouvé d'autres mots pour le définir autre que de dire documentation vivante. Mm-hmm. Tu sais, souvent on documente dans Confluence. Avec GitHub, on a le luxe de pouvoir faire du documentation as code. Donc à ce moment-là, on est capable de documenter à même notre code et de publier cette documentation-là au fil de l'eau que notre documentation évolue. Tu es en train de me dire, tu sais, aujourd'hui, là, souvent, on avait au moins deux grandes catégories de pipelines. Les pipelines qui servent à déployer l'application, mais on a aussi d'autres pipelines qui sont plus pour l'infrastructure as code, donc qui sont plus pour déployer notre infrastructure. Mais là, on va commencer à se créer comme un troisième type de pipeline pour créer la documentation en Markdown qu'on va déployer quelque part sur un site web ou en tout cas dans un endroit qui est facilement accessible pour que aisément, on soit capable, à tous les fois qu'il y a un changement au niveau de notre application, que la docu d'opérationnalisation soit à jour et prête à être utilisée. Oui et non, parce que ça peut faire partie intégrante du même repo que l'application. Ah, OK. Donc, ça serait pas un troisième pipeline. C'est dans ton pipeline de déploiement d'application. Donc, en plus de construire, parce que le but du pipeline de développement, c'est de construire l'application. Donc, toi, tu dis que tu devrais aussi construire ta documentation vivante pour ton support, pour ton pas nécessairement la construire avec un pipeline, mais au moins la mettre à jour. Si tu tiens une liste des utilisateurs qui ont avec leur permission, tu peux pas mettre ça dans un pipeline. Là, c'est de la documentation que quelqu'un va écrire puis mettre à jour. Mm-hmm. Mais dans GitHub, là, c'est ce qui est génial, c'est que tout le monde, ton équipe y a accès, tout le monde peut qui ont les droits peuvent la modifier, la consulter. Ça, c'est des fichiers. C'est de la documentation qui est vivante, là. C'est des fichiers Markdown que tu gères comme du code source, littéralement. Bon, ben là, on est... Exactement. Puis tu fais des PR dessus, tu fais des pull requests, puis il y a des paires de yeux qui regardent ça avant que ça soit poussé et mis en production. Production étant dans ce cas-là plus mettre à jour ces fichiers-là qui vont servir à générer de la documentation vivante, là. Exactement. Ah, OK. C'est vraiment, moi, ça a été révélateur parce que, je vais être honnête, j'ai voulu opérationnaliser un de mes produits sur lequel je travaille depuis à peu près 7 ans, que Mario, tu connais.
Au début, j'ai voulu utiliser Confluence pour le faire. Puis là, aller dans Confluence, le faire dans GitHub, ça m'achalait un petit peu. Fait que j'ai découvert GitHub Pages. Puis dans GitHub Pages, on peut lier un domaine avec. On peut lier un pipeline aussi. Puis sans être trop évolué, bon, c'est sûr que mes Markdown files sont manuels, mais je pourrais très bien faire un extract, par exemple, de tous les tags dans mon code qui sont relatifs à de l'instrumentation de métriques, puis automatiquement générer le Markdown qui va avec. On peut être assez créatif, mais je vais pas là aujourd'hui, là. C'est pas le but. Mais, tu sais, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui se passe avec GitHub et GitHub Pages qu'il faut la peine d'être regardé là-dessus. Ouais, moi, je travaille pour un groupe dans une grande entreprise, puis écoute, presque 100% là de tout ce qu'on écrit là se retrouve dans GitHub. Donc c'est nos pipelines de déploiement, de formation, c'est là qu'on retrouve la documentation, c'est là que c'est notre point centralisé là. Au début quand j'ai commencé, c'est ça en fait des repos puis tout ça, puis bon à un moment donné tu comprends l'infrastructure là puis tout ça, puis c'est une façon de travailler qui est super intéressante. C'est ça, la beauté que ce soit dans GitHub, c'est que là, tu as une traçabilité totale. Tu sais, en plus, tu peux toujours avoir une conversation avec les différentes parties quand on fait un pull request. Donc, s'assurer que les changements qui sont poussés sont des changements pas juste d'une personne, mais collaboratifs avec plus qu'une paire de yeux là, qui les a regardés. Mais tu as une traçabilité, tu es capable de voir dans tout l'historique de c'est quoi les changements qu'on a fait dans les derniers 2 mois, 3 mois, 6 mois. Donc, c'est quand même pas... C'est une valeur très, très forte que tu sais, des documents Word, c'est le fun, ou des documents Excel, mais ça n'a pas cette traçabilité-là. Donc, puis les développeurs, ben nous, on n'est pas trop épeurés par du Markdown ou n'importe quel autre langage qui a des tags dedans, là. Donc, tu sais, quand on a tout ça ensuite en place, ben vient se greffer en surplus des 5 concepts mesurables qu'on a parlé précédemment, ben il vient se greffer, on peut acheter des éléments d'architecture de base, l'overview de l'architecture du produit, de la plateforme, les rôles et responsabilités des individus, des équipes, puis le plus important, le support. Le support qu'on va venir ajouter dans lequel on va avoir un détail de le support niveau 1, 2, 3, qui est sur appel, dans chacune des équipes on peut avoir besoin, on va avoir un listing des différentes alertes avec qu'on a mis en place pour lesquelles on va aussi établir des diagnostics, parce que comment rechercher l'information, qu'est-ce qui sont nos alertes, qu'est-ce qu'on devrait faire en premier pour investiguer puis savoir qu'est-ce qui se passe. Fait que quand on part de là, on est capable facilement de savoir qu'est-ce qui s'est passé, quand que ça s'est passé, pourquoi que ça s'est passé, où est-ce que ça s'est passé, dans quel sous-système, puis qui peut agir. C'est le qui peut agir, c'est souvent le facteur clé dans un incident, parce que y a rien de pire que d'être dans un appel avec 25 personnes. Il y a une personne qui veut parler, qui sait c'est où, mais personne n'écoute. Je pense qu'on l'a tous déjà vécu. Fait que tu sais, quand on a ça en place, ça devient plus facile à gérer au niveau du support. Puis en dernier, moi, ce que je rajoute tout le temps, c'est un registre des incidents. Ou puis que notre système de personnalisation soit bien attaché avec les outils de gestion d'incidents qu'on utilise. Si on est dans une grande organisation, exact. Mettons qu'on gère nos incidents avec une plateforme du type ServiceNow, ben est-ce que tout est attaché pour que ce qui va être généré dans ServiceNow pour dire que j'ai un incident, que ça vienne se connecter avec ce système-là. Puis là, il y a différents automatismes qu'on doit mettre en place souvent dans les organisations. Là, je parle pour les plus grosses organisations où on utilise ça. Pour les plus petites, ben là, ça peut être des systèmes plus des solutions SaaS qu'on utilise, ou est-ce que on essaie d'attacher les morceaux, parce que, comme tu dis, ce que tu veux pas avoir à vivre, c'est chercher à 2 heures du matin
pendant 10 minutes, 15 minutes, une information que tu devrais être capable de trouver. C'est qui que je réveille? Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, puis ça devient intéressant aussi parce que quand tes plateformes d'infrastructure sont opérationnalisées puis que ton logiciel tombe, si ta plateforme, elle, n'est pas opérationnalisée, le problème, c'est que l'équipe de dev, tout de suite, tu sais, de facto, là, c'est toujours un logiciel, de facto, c'est toujours l'infrastructure qui est en cause. Mm-hmm. Fait que faut un peu backer, faut un peu que l'équipe d'infrastructure se back. Le seul moyen, c'est d'opérationnaliser aussi l'infrastructure. Un des cas que j'ai vécu, je vis beaucoup dans les dernières années, c'est la plateforme Kafka. Fallait que j'opérationnalise parce que les équipes de développement, tu sais, Kafka, c'est très nouveau, fait que c'est maîtrisé, mais pas au même niveau tout le temps. Fait que, c'était toujours Kafka qui payait le prix. Ah, l'application marche pas, ah, c'est Kafka qui a un problème. Ben non, en fait, tu sais, avec l'opérationnalisation de la plateforme qui avait été mise en place, ben ça a pu venir, ça a pu servir de double check pour les équipes de développement pour être capable de, eux, les aider dans le monitoring de leur propre application. Fait que, tu sais, c'est un tout ensemble aussi. Là. Mm-hmm. Donc là, c'est intéressant parce que ça devient même presque défensif pour les équipes de développement en disant, ben là, nous, on ne sera pas pointé du doigt pour des problèmes qui sont pas de notre côté parce qu'on va rendre la visibilité sur les dépendances qu'on a sur d'autres systèmes qui marchent pas. Puis au lieu que le monde pense que c'est notre système qui est en défaut, ben au moins là, tout le monde va savoir que c'est un autre système. Puis le bénéfice pour l'organisation, c'est pas juste que ça vous protège les faufounes, mais c'est surtout que ça fait en sorte que l'organisation en répare le problème beaucoup plus rapidement parce qu'elle sait c'est vrai, c'est quoi la vraie source du problème. C'est ça, exactement. Puis quand ça devient encore plus important quand on vient avec des plateformes d'intégration comme MuleSoft, comme Tanzu, comme des différents cloud providers qu'on va avoir, si on n'a pas opérationnalisé ces aspects-là, ou ce que les applications, par exemple, n'ont pas non plus mis en place des principes, des processus de health check, ça devient un peu le bordel à diagnostiquer. Fait que, comme tu dis, ça devient défensif, puis il faut l'être si on veut être capable de voir venir les choses arriver. Mais là, je vais poser une question typiquement à la Guy Barrette. Là, j'écoute ça, je me dis, wow, c'est super intéressant, mais si je voudrais vraiment comme en savoir plus, puis dire, ben, où c'est que je peux trouver comme le livre de recettes, là, comment j'applique ça? Tu sais, des fois, quand on prend, mettons, une technologie, c'est facile, on dit, allez sur le site de Microsoft, tout est là. Mais là, on parle de quelque chose qui est très transversal, qui est pas associé avec un produit propre. Donc là, trouver de la docu pour partir, c'est pas si simple que ça. Non. Moi, malheureusement, j'ai pas de documentation par rapport à ça, parce que c'est l'expérience qui m'a appris ça. Mm-hmm. Et c'est d'ailleurs d'anciens patrons, d'anciens clients qui m'ont pris un peu par la main. En fait, ils m'ont tiré les oreilles carrément pour me montrer c'est quoi. Parce que eux avaient pris à la dure ces éléments-là. Puis j'ai été très chanceux d'avoir ces mentors-là. Par contre, durant la formation de DevOps que j'ai suivie sur EDX là, pendant 9 mois, ces aspects-là sont couverts de façon indirecte. Parce que la formation était structurée d'une façon telle qu'elle m'amène à réfléchir à ces aspects-là. Mais ouais, puis selon la plateforme que tu utilises, selon même les langages de développement que tu vas utiliser, ces éléments-là vont pouvoir changer. Le principe va rester pareil, mais l'implémentation va se faire peut-être un peu différemment. Mais c'est le principe là, qu'on doit garder en tête. Là. Donc, si je fais mon code, si on fait du code en C#, on développe en .NET Core, puis on déploie, ben on est sur Azure, par exemple. Ben, pour les développeurs, il y a comme un 101, là, un niveau 101 à comprendre de, bon, comment j'envoie mes données de log ou mes traces à Application Insight. Ça, c'est un minimum là, de connaissances qu'un développeur
.NET doit avoir là, sur Azure. Mm-hmm. Puis à quelque part, j'imagine que comprendre Application Insight, ça devient comme des compétences de base qu'on s'attend qu'un développeur va maîtriser, là. Ben, en tant que développeur, j'ai pas besoin de connaître, par exemple, le langage Cousteau là pour faire du querying, tout ça. Du moment que je comprends là, ok, à partir de mon code là, comment j'envoie de l'information là, comment j'envoie mes métriques là, puis cette partie-là, je la maîtrise bien, puis là. Un gars comme lui, là, il maîtrise ces outils-là, puis ou quelqu'un dans l'équipe, puis il va pouvoir valider que ouais, ok, je reçois bien les métriques que tu me dis que tu m'envoies, je valide bien, puis on est capable de voir la santé là de l'application, donc ça on check c'est une coche là, puis on passe à un autre élément à instrumentaliser. Là. C'est un des éléments que j'aime bien, c'est la théorie du chaos, que je vais dire. Là. Merci Malcolm. En fait, tu sais, un des éléments d'un peu que souvent qu'on sait qu'il va échouer, c'est la fameuse connexion à la base de données. Si on supprime la base de données ou on change le nom, qu'est-ce qui se passe? Comment mon application réagit? Déjà là, c'est un bon élément où partir parce que l'application, faut regarder ses points de dépendance, puis il faut les breaker, faut les retirer un par un, puis voir un peu comment l'application va réagir. Puis de ce moment, à partir de ce point-là, on va être capable de pouvoir mettre en place des métriques, des logs, du monitoring, puis l'alertage là-dessus, puis certaines organisations vont avoir une préoccupation pour ça, mais mon expérience personnelle, puis bon, ça vaut ce que ça vaut, mon expérience personnelle, mais ce que moi j'ai vu beaucoup, c'est il y a beaucoup plus une préoccupation dans les organisations du côté, entre autres, des product owners, des PO, sur les fonctionnalités que les clients veulent, mais tout ce qui touche des fonctionnalités techniques ou des fonctionnalités d'architecture, comme justement s'assurer. Tu sais, quand Guy, tu dis, le développeur, il faudrait qu'il s'assure d'écrire dans Application Insight, mais s'il n'y a jamais aucune story qui est faite dans le sprint pour qu'il se préoccupe de ça, probablement que le développeur le fera pas parce qu'il est pas mesuré là-dessus et on lui demande pas de le faire. Ben, c'est un PM qui a pas souffert, là, puis... ouais, mais ce PM-là ou ce product owner-là, ça se peut qu'il soit pas si... familier avec les enjeux plus plus techniques, parce que il peut être peut-être beaucoup plus préoccupé en disant ben moi je veux donner de la valeur à mes clients, puis la valeur dans sa tête à lui c'est des nouvelles fonctionnalités. Ben pour moi la valeur là c'est que l'application fonctionne soit up, il y a un uptime là qui est optimal, donc c'est de la valeur à mon client là. Ouais, mais moi j'ai connu beaucoup de PO qui dans leur tête à eux autres c'est que ça c'est magique, là, ça roule tout seul, les applications, là. Donc... ils n'ont pas souffert. En tout cas, je dirais plutôt qu'ils sont pas sensibilisés au fait qu'ils doivent prioriser dans leur backlog beaucoup de stories de cette nature-là. C'est sûr que s'ils travaillent étroitement avec des gens d'architecture, eux, en tout cas, vont ramener ces enjeux-là. Puis là, ben, c'est toujours la réalité qu'on peut pas tout faire ce qu'on voudrait. Donc là, c'est une question de priorisation, mais... Un autre, moi, j'ai une question pour vous. Combien de fois dans votre carrière, parce que vous avez nettement plus d'âge que moi. Merci. Sans vous vieillir. Mais, combien de fois dans votre carrière vous avez eu à entendre des issues de renouvellement de certificats? Ah ben ouais. Ah oui. Oh oui. Ça, c'est le classique. Puis, il y a des grandes compagnies qui ont eu des issues en production, puis on en a souffert dans les dernières années, de renouvellement de certificats qui n'ont pas été faits. Et quelle est la raison principale pourquoi ça arrive? Parce que l'employé qui avait initié, il est plus là. Il a quitté, lui, la compagnie, et la documentation n'a jamais suivi, et on découvre avec un incident en production que, tel site marche plus. Puis... Un certificat a une date d'expiration. On est capable de savoir, soit par un pipeline quand on déploie, soit par un synthetic monitor, de savoir
quand est-ce qu'il va expirer. C'est une information même visible quand on va sur un endpoint. C'est un exemple là, facile qu'on est capable de mettre en place comme métrique, comme alertage pour dire mon certificat est expiré dans 30 jours. That's it. On le sait. À tous les jours, tant qu'il n'est pas renouvelé, je vais avoir une alerte. Ouais, puis c'est bon, tout le monde est coupable. Écoute, je me souviens une année d'être au Summit à Redmond, au MVP Summit, puis là on est dans une présentation, puis là c'est quoi, c'est storage, un certificat qui était attitré au service de storage, en tout cas qui a expiré, puis là ça a été la panique, il n'y a plus rien qui marchait dans Azure là. Si le storage marche pas, il n'y a plus rien qui marche. Fait que regarde, puis toutes les grandes sociétés ou compagnies ont eu à vivre ce genre de problème-là. Ben, comme je vous dis souvent, le défi de certaines organisations, c'est que toutes les ressources qui s'occupaient de ça quittent. Et là, ben, tous ceux qui arrivent par après, ben, ils font un peu d'archéologie, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils redécouvrent c'est quoi toutes les échéances. Puis souvent, malheureusement, l'information, elle existe. Elle est juste trop distribuée un peu partout. On espère maintenant qu'avec tout ce qui est l'intelligence profonde, puis les copilotes, puis tout ce qui les chats GPT, qu'on va être capable un jour de plus aisément retrouver l'information dans le dédale de tous les sites web ou de tous les fichiers qui sont où sont stockés cette information-là. Mais en entreprise, c'est l'enfer. Là. Tu recherches, puis c'est où ça, puis là, ils vont dire, oui, regarde, c'est sur Teams, ou c'est sur... Mais Teams, c'est une structure de 68 000 répertoires. Puis lui avait décidé qu'il mettait des choses sous la partie, je sais pas, moi, système de documentation. Puis il y en a un autre qui dit, non, ça, c'est des choses opérationnelles, donc on va le mettre en dessous du support. Puis là, tu fais comme, OK, c'est du support, mais non, tu sais. Donc là, retrouver où se trouve, on le sait, là, les fameuses structures de documentation avec des répertoires, c'est l'enfer parce que on trouve jamais l'information. D'où pourquoi on aimerait être capable d'avoir le fameux Google Text Box. Là, je peux-tu juste chercher en marquant quelques mots-clés puis on retrouve moins l'information. Mais donc, tout ça pour dire que c'est difficile là, pour les organisations quand que les ressources quittent. Puis c'est une réalité qui est omniprésente dans l'industrie. Les gens bougent beaucoup parce que notre secteur, il est facile à expliquer. Il y a de la demande pour 10 fois plus de bons informaticiens, puis il y en a juste 1 sur 10 qui peut faire la job comme il faut. Donc, puis quand le 1 sur 10, les gens ont compris sa valeur, ils offrent 10 000 ou 20 000 de plus par année, puis ils disent, viens-t'en chez nous, toi. Donc, la personne la quitte, elle s'en va ailleurs, elle dit, hey, 20 000 de plus par année, wow! Juste ça? Ouais, juste ça, parce que, écoute, tu sais, c'est assez surprenant, mais des bons informaticiens, là, qui savent faire des choses, chez les Microsoft, Google, c'est des fois 1,5 million par année comme salaire. Quand quelqu'un d'ordinaire qui travaille, je sais pas, moi, pour une compagnie, peut faire 70, 80, 90 000, ben l'autre à côté, il en fait 5 fois plus ou 10 fois plus. Puis pourquoi on lui offre 10 fois plus? Ben, tout simplement parce que lui, il donne 100 fois plus de rendement. Donc, la compagnie est super contente. Elle dit, le Guy, je te vois un peu sceptique. Mais pourquoi ils t'ont engagé? Parce que tu leur en donnes 100 fois plus que quelqu'un d'autre, hein? En tout cas, moi, l'histoire du développeur ou de l'ingénieur 10X, là, en tout cas, on va passer, on va revenir à notre sujet. Non, mais ça existe. On va prendre un exemple connu. Le gars qui a créé le langage C# chez Microsoft. Écoute, il travaillait chez Borden. Bill Gates, il a commencé par lui offrir 500 000 par année. Là, on parle en 1990, hein. 92, ouais, 93. Sinon, il y a un petit peu de sujet, là, Mario. Ben non, mais ce que je veux juste dire, c'est qu'à quelque part, tu sais, cette personne-là a donné beaucoup plus que l'argent que ça coûtait à Microsoft. Faut dire qu'il faut que la compagnie ait l'argent aussi, là, mais c'est une autre histoire. Donc, si on revient à nos moutons. Oui. Pratico-pratique. Je veux démarrer, là. Comment tu suggérerais de pouvoir commencer à se familiariser avec tout ce domaine-là d'opérationnalisation?
En fait, Mario, il y a différents chemins. Un des premiers steps qu'on peut faire, c'est d'essayer de se mettre dans la peau des gens du sport ou de leur poser la question, c'est quoi leurs difficultés qu'ils ont à supporter nos différentes applications en production. Ça, c'est un des éléments parce que c'est eux les mieux placés pour nous dire qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir besoin. Si on n'est pas en entreprise, par contre, ce qu'on peut faire facilement, c'est aller sur le site de Microsoft, dans les sections de App Insight, il y a probablement toute l'information nécessaire pour nous aiguiller sur comment utiliser un outil comme App Insight. Neuralink, c'est un autre produit. Ils ont aussi les mêmes documentations qui nous permettent de savoir comment instrumenter, pourquoi qu'on instrumente, comment qu'on utilise les différentes plateformes. Là, ici, j'ai nommé 2 outils. App Insight pour Microsoft, Neuralink qui vient de Neuralink. Il y en a d'autres. Il n'y a pas de mauvais outils. Mais le conseil autre aussi que je peux donner, c'est de se concentrer sur une plateforme. Pas d'essayer d'en utiliser 2 ou 3 ou 4 ensemble en même temps. Là, ça peut être trivial, ça peut plus nous mélanger, mais les différents providers de ces plateformes-là ont de la documentation quand même assez complète pour nous aider à démarrer dans l'opérationnalisation. Tout à fait. OK. Louis, est-ce que tu aurais un blog ou un livre ou même une vidéo que tu pourrais nous suggérer? Oui, il y a ça. Pour l'opérationnalisation, j'ai fait une vidéo dans le temps des fêtes concernant What is Operationalization and Why. Il est disponible sur YouTube. Fait que si vous tapez mon nom, vous allez me trouver. Vous allez trouver mon vidéo sur l'opérationnalisation. On va mettre le lien dans notre page. Là. Ça va être plus simple pour les auditeurs. OK. OK, ça c'est bien. Louis, je pense que ça fait un bon survol là, vraiment de cette réalité-là qui est souvent c'est tellement transversal, puis c'est tellement pas associé à un produit en tant que tel que c'est pas comme quelque chose qui est très publicisé, mais l'opérationnalisation, c'est comme une réalité concrète, réelle. C'est forcément l'enfant pauvre là, du domaine de l'informatique, un des enfants pauvres, pas le seul. Écoute, on te remercie beaucoup, Louis. Oui, merci, Louis. Bonne vulgarisation. Merci, Guy. Merci, Mario. Nous, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs. Un bon printemps. On vous revoit le mois prochain. Fin du mois de mai. On publie nous autres au début du mois de mai. On va republier le prochain une fois par mois. Donc, le prochain va être en début juin. Donc, on se revoit début juin pour la saison estivale. À la prochaine. Au revoir. Visual Studio Talk Show.